On y est, RSNA Chicago 2017. Avec l'équipe, on est prêt à vous faire vivre une semaine fantastique. Au sommaire du journal du RSNA, un système de sécurité innovant pour les salles d'IRM, une interview sur les chocs dans le sport et le décryptage de l'actualité avec nos invités. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Quand je passe ce portique, une alarme et une lumière se déclenchent. À quoi ça sert? On voit ça tout de suite. Kazuyuki, what is this device for? This is for MRI safety, that we have a ferromagnetic detector. And people, patients and hospital staff needs to go through to be detected, to be checked, because they don't want to carry in any ferromagnetic items to MRI rooms. Et ils ont le même en version portable. RSNA 2017, premier jour, je suis avec Jérémy Tagon et je suis avec Jean-Philippe Masson. Et tous les trois, on va essayer de décrypter les tendances de ce premier RSNA. Alors parmi les tendances, une tendance lourde, l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, l'intelligence artificielle. Alors, on peut parler de produits et en particulier des solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà embarquées dans les systèmes Samsung. L'intelligence artificielle aujourd'hui chez nous, elle est présente dans les systèmes d'échographie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une solution qui s'appelle S-Detect, qui est une solution de machine learning, de deep learning, qui va permettre dès aujourd'hui et demain à un radiologue de pouvoir être aidé dans la manière dont il réalise son diagnostic. Et on va avoir un algorithme qui va permettre de faire de la reconnaissance d'images automatique et proposer par exemple des classifications pour des nodules de thyroïde ou des masses qui seraient observées au cours d'un examen de sénologie. Pour pas tout confondre, quelle est la différence entre intelligence artificielle, machine learning et deep learning? Alors bon, il y a énormément de discussions sur le machine learning, l'intelligence artificielle, le deep learning. Bon, je pense que c'est des mots qui sont très à la mode en ce moment et je pense que ça ne sert à rien d'essayer de trouver la différence entre les définitions de chacun de ces mots. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la machine, demain, va être capable de collecter énormément d'informations, de comparer les informations avec des diagnostics qui ont été réalisés au préalable par des praticiens et par différents praticiens sur différents sites. Et elle sera capable d'apprendre elle-même, et ça c'est le machine learning, elle sera capable d'apprendre et de proposer non pas un diagnostic qui a déjà été réalisé, mais une alternative diagnostic sur lequel elle aura pris simplement la main sur la réflexion. Au-delà de ça, je pense que le message le plus important, c'est que la machine n'est plus uniquement un outil, ça va devenir un partenaire du praticien. Et l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est demain de donner du temps patient à un radiologue et de l'aider à utiliser le temps diagnostique pour le refocaliser sur le patient. Au centre de ça, ça reste la relation médecin-malade qui va prendre de plus en plus de place. Et l'intelligence artificielle va permettre au radiologue de passer plus de temps avec son patient qu'avant. Est-ce que vous êtes convaincu par tout ça, Jean-Philippe Masson? La machine partenaire du radiologue ou concurrent du radiologue? Non, la machine, elle ne sera jamais concurrent du radiologue. La machine, elle sera effectivement partenaire. On a déjà, nous, des embryons d'intelligence artificielle à travers tous les logiciels d'aide au diagnostic qu'on a l'habitude d'utiliser en scanner, qu'on utilise en mammographie. Bon, on se rend compte que tous ces logiciels sont certes utiles, ce ne sont jamais que des outils. Alors, grâce au progrès de l'informatique et de sociétés comme Samsung, certainement, il va y avoir encore des améliorations. La caractérisation tissulaire, par exemple, ou la caractérisation des nodules thyroïdiens, c'est quelque chose que moi j'appelle de mes voeux depuis très longtemps parce que c'est quelque chose d'assez mécanique. Il n'empêche que les classifications ACR, notamment, évoluent. Il y a une dernière classification ACR qui est sortie là. Il y a la classification ACR, il y a la classification européenne aussi, laquelle on va utiliser. Donc ça, déjà, ça va être un peu compliqué. Il faudra que les gens se mettent d'accord. Ensuite, je suis tout à fait d'accord, ça va dégager du temps pour le radiologue parce que la relation entre le patient et son médecin radiologue est absolument fondamentale et restera. D'autre part, qui prendra la responsabilité de signer le diagnostic? Ça sera forcément le radiologue. Donc il est certain qu'il va utiliser cet outil
qu'est l'intelligence artificielle, comme il a toujours utilisé les nouveaux outils. Quand l'IRM est arrivé, voilà, c'était un outil de plus, le scanner, l'écho, tout ça, ça a été des outils, et c'est ça qui fait la beauté de la radiologie, c'est-à-dire que grâce à l'évolution de la technologie, il y a toujours des outils différents qui arrivent, mais les radiologues, j'en suis absolument certain, sauront se les approprier. Donc pas d'inquiétude à avoir, selon vous, concernant l'intelligence artificielle. On dit aussi que le radiologue va devenir de plus en plus un provider de données, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? Le radiologue, il produit effectivement un certain nombre d'images. Ces images sont assorties à des comptes rendus, parce que la clé de voûte du diagnostic radiologique, c'est quand même le compte rendu. Alors, effectivement, quand j'ai commencé la radiologie il y a déjà un certain nombre d'années... On ne demandera pas quand. On ne dira pas quand. Un scanner lombaire, c'était 20 images. Bon, maintenant, un scanner lombaire, comme on travaille dans le volume, on est à 600, 700 images. Donc on voit les choses d'une façon différente, on analyse d'une façon différente. Alors c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est des données informatives importantes qui appartiennent aux patients, il ne faut pas oublier, qui appartiennent aux patients d'une part et qui appartiennent aussi au radiologue qui est producteur de cette image. Après, de cet examen. Donc après, il faut savoir comment on va colliger tout ça, comment on va mouliner tout ça pour essayer d'améliorer encore les outils d'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout comment ça peut évoluer. On va demander à Jérémy. Alors, le management des données, vous vous y intéressez chez Samsung ? Oui, évidemment. Alors, je pense qu'une des choses importantes pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que oui, les machines produisent de plus en plus d'informations. Les machines sont capables de communiquer les unes avec les autres et toutes ces informations, elles sont aujourd'hui digitalisées, c'est-à-dire qu'une image qui était une image physique est aujourd'hui une image qui est digitalisée, elle est présente dans un disque dur, elle peut être déplacée, utilisée par plein d'autres personnes et cette quantité d'informations, elle devient énorme. Le radiologue, je pense, est le praticien, le médecin qui produit le plus d'informations et qui est capable demain de nourrir des algorithmes de machine learning, de deep learning et d'intelligence artificielle. Donc oui, effectivement, je pense que le radiologue, c'est aujourd'hui une personne qui collecte de l'information et dès lors que les problématiques légales, juridiques lui permettront de transmettre cette information, ouais, ce sera un provider d'information. Aujourd'hui, la limite, c'est la capacité qu'il a à utiliser ces informations dont il n'est pas à 100% propriétaire. Effectivement, le patient a un droit de regard. Si vous voulez transmettre ces informations, il faut être capable de les anonymiser et bien les anonymiser. Il y a de plus en plus de sujets autour de la sécurisation des données informatiques, parce que si demain on est capable de transmettre ces datas, il faut s'assurer qu'elles soient transmises dans de bonnes conditions, sur des flux qui soient sécurisés. Et une entreprise comme Samsung, on a des solutions à proposer pour sécuriser les informations, puisqu'on est un fabricant de hardware, de device, un fabricant de systèmes, et qu'on inclut dans les systèmes qu'on fabrique des couches d'hardware qui vont permettre de sécuriser les informations qu'on héberge. Pour conclure, la place du radiologue demain, en un mot ? Là, elle est toujours au centre du diagnostic. Moi, je voudrais quand même mettre une petite ombre grise sur tout ce tableau magnifique et sous toutes ces lumières du RSNA. C'est que tous ces outils qui sont magnifiques et qui sont les outils de l'avenir, ce sont des outils qui seront certainement onéreux et donc il faudra pouvoir acheter et investir dans ces outils. Et la politique menée actuellement en France où il y a des baisses tarifaires répétées et chroniques et sauvages et arbitraires et tout ce que vous voulez en air font que je ne suis pas du tout certain que la médecine radiologique française sera en capacité d'investir dans ce type d'outils ensuite pour le bien des patients. Moi, je conclurai simplement en vous disant que la vocation de Samsung, l'ambition de Samsung est... Je pense qu'on n'est pas les seuls sur le marché de la santé à avoir cette ambition, c'est d'accompagner la transformation du système de santé en France. Vous l'avez dit, les contraintes budgétaires sont des contraintes importantes. Une de nos ambitions, mon ambition à moi, c'est de favoriser l'accessibilité à ces technologies. L'objectif de Samsung, c'est de favoriser l'accès à ces technologies. Et je suis persuadé qu'on trouvera des solutions pour faire en sorte que ces outils soient mis à disposition très rapidement des praticiens. Alors, c'est un idéal. Voilà, c'est un vœu. Maintenant, à nous de faire en sorte de le réaliser.
So concussion is in the news right now, and you both have made studies about concussion, and especially about those who've got already history of concussion among young football players. So we're going to talk about those two studies. Study number one. So our study looks at the changes in the brain of high school football players, and what we're looking at specifically is the players that have had a concussion previously in their life, whether they were 5 or 15, they respond differently to these subconcussive impacts than players who have never had a concussion before in their life. Study number two. In my study, we studied the players who got high impacts as well as low impacts, and I trained the machine learning algorithm to classify these players who got high impact and low impact using their changes in default mode network. What is the contribution of machine learning in your study? The machine learning helps us to identify the features which is changing most instead of we identifying it manually. As far as I understand, what you try to do is to set a limit for football player, and beyond this limit, consequences could be irreversible, and this is what you try to do? Exactly. We're trying to tell these players that maybe once you hit a certain limit of head impacts, that your brain changes may be irreversible, and we want to stop them before they get to that point and say, okay, sit out for a day or two, take a rest, let your brain heal, and then you can go back into play. Okay, if we want to know more about the two studies, is there a website where we can download those studies? I think on the RSNA website, and then you can also look up the Answer Lab, ANSIR, at UT Southwestern. Thank you. À demain pour un nouveau JT du RSNA. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.